Et alors, un actif dont on n'a pas parlé, c'est les cryptos. Ouais. Alors, je vais te mettre à l'aise, moi, j'aime pas du tout les cryptos. J'ai toujours détesté les cryptos et on m'a toujours... je me souviens l'an dernier, quand je faisais des vidéos à dire « Attendez, vous êtes complètement fou sur le Bitcoin, vous allez dans le mur ». Les gens disent « Tu racontes n'importe quoi, on sera à 100 000, à la fin 2021, on sera à 100 000, tu verras, tu aurais mieux fait d'investir avec nous ». Bon, aujourd'hui, ça devient vachement plus compliqué, mais je reconnais en même temps que je ne connais pas particulièrement les cryptos, je ne suis pas un spécialiste crypto. J'en avais invité un qui avait dit que c'était bien et qui avait un peu expliqué comment ça fonctionnait, et il avait donné un point de vue plus éclairé que le mien. Et j'aurais aimé avoir ton point de vue justement sur les cryptos. Là, on voit qu'il y a une énorme chute et pas mal de problèmes de plateformes qui bloquent les retraits, de baleines qui sont plus ou moins en faillite ou proches de la faillite, enfin des trucs gravissimes à mon avis pour les cryptos. Mais quelle est ta position sur toi? Explique-nous un peu ce qui se passe, comment tu analyses les choses, et puis après, ce que tu en penses. Alors, moi, au niveau des cryptos, j'essaye d'avoir un point de vue objectif. Après, on est toujours quand même biaisé, hein, le point de vue est toujours un petit peu biaisé. Moi, j'aime bien parce que je trouve ça intéressant. Et j'essaye de pas tout mettre dans le même panier. C'est-à-dire, il y a crypto et crypto. Tu vois, aujourd'hui, on dit actifs numériques parce qu'il va y avoir des tokens, il va y avoir des coins, etc. Donc, on va pas les utiliser de la même manière en fonction de leur objectif, entre guillemets. Donc, dans le cas du Bitcoin, vu que c'est quand même la crypto-monnaie la plus connue, moi j'en ai, hein, j'investis dans le Bitcoin, même quand il chute. Le Bitcoin, évidemment, il n'est pas parfait. Moi, je déteste les gens type maximaliste, c'est-à-dire c'est le Bitcoin dans l'extrême. J'aime pas du tout. Essaye de rester objectif. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Et donc, on nous disait aussi, le Bitcoin est une valeur refuge. Bon, alors, ça provient aussi d'une confusion entre valeur refuge et réserve de valeur. Alors, une valeur refuge et réserve de valeur, c'est quoi? Valeur refuge, c'est la capacité qu'a un actif à se maintenir en cas de crise. Donc ça reste plutôt plat, ou ça peut prendre de la valeur en cas de crise. Ça, c'est la valeur refuge. Et la réserve de valeur, c'est la capacité qu'a un actif à protéger contre l'inflation. Bon. C'est vrai que sur le long terme, si on regarde depuis 2009, le Bitcoin a quand même pris pas mal de valeur et a protégé contre l'inflation. Bon, aujourd'hui, on a quand même une inflation élevée et il ne protège pas contre l'inflation, du moins pour le moment à court terme. Pourquoi? Parce qu'effectivement, si les taux remontent, je l'ai expliqué dans les vidéos, si les taux remontent, les investisseurs, ils font toujours un arbitrage entre le risque que je prends et la performance que je peux espérer. Rendement espéré, on dit en finance. Et donc, le Bitcoin, ça reste quand même un actif extrêmement volatile. Il y a très peu d'actifs qui chutent ou qui montent autant en si peu de temps. On dira oui, les actions technologiques. C'est vrai, mais parce que les actions technologiques ont quand même quelques similitudes avec le Bitcoin. C'est le point auquel que je vais développer, c'est que quand tu as les taux qui remontent, parce qu'il y a l'inflation typiquement aux États-Unis, où il y a les taux remontent également là-bas, les investisseurs se disent peut-être que c'est le moment en fait de sortir du Bitcoin, parce que c'est vrai que c'est risqué, et de me réfugier, au moins en partie, dans les obligations américaines qui sont notées AAA, hein. Donc c'est-à-dire que considérées comme sans risque. Et donc, tu as des capitaux qui sortent du Bitcoin pour se réfugier dans d'autres classes d'actifs. Et donc forcément, quand tu as des ventes massives sur le Bitcoin, forcément ça chute, quoi. Et donc le Bitcoin, un de ses avantages, c'est son inconfiscabilité. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a un risque d'expropriation? Pas vraiment, en fait. Donc les gens, ce qu'ils veulent, c'est se protéger contre l'inflation, c'est se protéger contre une crise, etc. Mais pas forcément se protéger contre le risque que l'on confisque leur actif, quoi. Comme il n'y a pas a priori ce risque pour le moment, hein, je ne sais pas s'il pourrait y avoir ce risque, le Bitcoin en tant que réserve, valeur refuge, pour l'instant, est moyen, quoi. Oui, puis en plus, enfin, le risque d'expropriation, bon, il est encore faible en Europe avec, si vous avez un appartement, il y a peu de chances que l'État vous le prenne. Mais c'est quand même à mettre en parallèle avec les plateformes qui bloquent les retraits actuellement de Bitcoin.
Exactement. C'est-à-dire que certes, je ne suis pas exproprié, il ne me pique pas mon bitcoin, mais enfin, s'il me bloque le retrait, c'est à peu près la même chose. Hein, Ouais, totalement. Alors, ce que j'aime bien aussi dire, c'est que aujourd'hui, quand tu achètes du Bitcoin, tu es dans un écosystème qui est censé être décentralisé. Alors, qui dit décentralisation dit absence d'intermédiaire. Mm. Le problème, c'est que beaucoup de personnes, lorsqu'elles commencent à investir dans les crypto-monnaies, solution de facilité, parce qu'il faut avoir quand même quelques connaissances pour être vraiment décentralisé au max, solution de facilité, elles privilégient des plateformes. Binance, Celsius Network qui a bloqué les retraits, Coinbase, etc., etc. Le problème, c'est que ces plateformes, c'est quoi? Ces plateformes centralisées. Et quand tu regardes le bilan comptable de ces plateformes, tu te rends compte qu'au passif, tu as les cryptos des clients. Donc, en gros, typiquement, les plateformes ont une dette vis-à-vis des clients. Donc, les clients perdent leur droit de propriété sur les cryptos et elles ont un droit de créance. Et à l'actif apparaît les cryptos des clients. Ça veut dire que la plateforme considère les cryptos comme siennes. Comme les siennes. Et donc, ça, c'est problématique parce que tu perds un droit de propriété qui se transforme en droit de créance. Et donc, en fait, tu te retrouves avec exactement le même mécanisme que les banques traditionnelles, hein, parce que tes dépôts, l'argent que tu as en banque, c'est un droit de créance, c'est pas un droit de propriété. Ce que beaucoup de personnes pensent, non, l'argent, il vous appartient pas, il appartient à la banque. Vous avez un droit de créance, c'est-à-dire que la banque doit rembourser l'argent lorsque vous le réclamez, mais il ne vous appartient pas. Et ensuite, la banque, ce qu'elle fait, c'est elle le prête, l'argent, à l'actif. En réalité, elle crée les dépôts en octroyant des crédits. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que ce n'est pas les dépôts qui font les crédits, c'est l'inverse. Bon. Et donc, effectivement, comme tu as un intermédiaire, si l'actif perd de la valeur et qu'il faut rembourser les clients, je bloque les retraits. Parce que ça fait une fuite des capitaux et tout le monde vient, comme les banques, hein, à l'époque, tout le monde se rendait au distributeur pour sortir l'argent. Sauf que les plateformes, elles n'ont pas forcément les cryptos, d'autant plus si elles l'ont prêté, comme dans le cas de Celsius Network. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est exactement en train de vivre le mécanisme, enfin, la situation des banques traditionnelles, mais sans réglementation, en fait. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on est typiquement dans ce qu'on appelle le shadow banking, hein, la finance dans l'ombre, la banque dans l'ombre. Excuse-moi, mais alors, parce que moi, je ne suis pas un spécialiste crypto, hein, si en fait, la plateforme possède mes cryptos et que je n'ai qu'un droit de créance. Un droit de créance vis-à-vis de la plateforme, si elle fait faillite, j'ai perdu mes cryptos. Tu as perdu tes cryptos, d'autant plus que, et ça, Coinbase qui est coté aux États-Unis, le reconnaît explicitement. Hein, elle a publié son rapport trimestriel. Elle explique que les clients sont considérés comme créanciers chirographaires. Un créancier chirographaire, c'est quoi? Quand tu prêtes de l'argent à une entreprise, tu as deux types de créanciers. Tu as les créanciers chirographaires, il n'y a aucune garantie et ils ne sont pas prioritaires dans le remboursement. Et tu as les créanciers prioritaires, si tu veux. Donc, si la boîte fait faillite, qu'il y a une liquidation judiciaire, les premiers à être remboursés, c'est les créanciers privilégiés, ensuite les créanciers chirographaires et à la fin les actionnaires. Généralement, les actionnaires, ils n'ont rien, ils perdent. Ils n'ont rien. Ouais, mais malgré tout, du coup, tu te retrouves entre. Hein, tu as trois couches, tu te retrouves entre tes créanciers chirographaires et tu ne seras pas le premier à être remboursé. Donc, tu auras le reliquat si tant est qu'il reste de l'argent. Donc, effectivement, tu te retrouves dans une situation où c'est totalement compréhensible qu'ils bloquent les retraits aujourd'hui. Et c'est problématique parce que tu te rends compte que c'est exactement, mais vraiment exactement le même mécanisme que les banques traditionnelles, à la différence près que dans une banque traditionnelle, tu as la BCE, tu as les États qui viennent pour renflouer, etc. Là, tu n'as rien. Tu n'as rien du tout. Et voilà, le problème, c'est que moi, du coup, ça m'embête quand même parce que les personnes vont confondre les cryptos avec ces plateformes qui, en fait, n'ont rien de décentralisé, quoi. Donc, c'est vrai que ce qui va se passer, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se dire « Ah ben non, en fait, les cryptos, c'est dangereux, etc. Regarde, ils bloquent les retraits. » Non, 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 non. C'est pas les cryptos qui sont dangereux. C'est l'intermédiaire qui est au milieu qui rajoute de la centralisation. Et donc, plutôt que de remettre en question le monde des crypto-monnaies, au contraire, ça le renforce. Ça veut dire, regardez la centralisation, comment ça peut être dangereux. Parce que vous n'êtes pas propriétaire de vos cryptos. Par contre, quand tu as du Bitcoin sur ton ledger, c'est un hardware wallet, hein, c'est comme une petite clé USB, ça t'appartient. Hein, donc, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, si celui qui te l'a vendu fait faillite, toi, c'est comme l'or. Hein. L'or, si on t'a vendu de l'or et que l'entreprise fait faillite, tu t'en fous, t'as ton or. Hein.
Donc, alors après, on peut dire, ouais, mais est-ce que ça a de la valeur, est-ce que ça n'a pas de valeur? Ça, c'est un autre débat. Mais ça démontre bien que il faut se focaliser sur la décentralisation et pas tout mélanger. Et effectivement, la centralisation, ça peut être très, très problématique. Ah oui, oui. Oui, surtout que là, comme tu le disais, il n'y a pas la garantie de 75 000 euros ou de 100 000 euros, je ne 100 sais 000, plus, ouais. que l'État. Comment? 100 000, ouais. 100 000 euros par l'État, par compte bancaire. Et puis, si vous avez des actions auprès de votre banque, vous êtes propriétaire des actions. Vous n'êtes pas. Ouais, Donc, votre banque peut faire faillite, vous gardez vos actions, elles sont à vous. Donc, ouais. Il y a un dépositaire, là, dans ce cas-là. Ouais. ouais, donc voilà. Là, alors que là, les Les cryptos plateformes de crypto, il n'y a n'appartiennent pas, rien du quoi. tout, quoi. Ouais. Et c'est C'est pour ça que vraiment un énorme risque. exactement. Et c'est dangereux. Et dans le cas de Celsius Network, en plus, ce qui la rapproche encore plus d'une banque, c'est que, si tu veux, c'était une plateforme pour faire des prêts. Mm. Loan et borrow, c'est-à-dire des prêts-emprunts. Et donc, la plateforme faisait exactement ce que fait la banque. C'est-à-dire, la banque, si tu as l'activité de gérer les paiements et les encaissements, hein, elle fait comme une chambre de compensation. Hein. Je te dois tant, tu me dois tant, je compense, tac, tu me rembourses le reliquat. Et en plus, ce qu'elle fait, c'est transformation, ce qu'on appelle la transformation de liquidité et la transformation d'échéance. Donc, typiquement, elle transforme des actifs très liquides, les dépôts, hein, c'est de l'argent, c'est ce qu'il y a de plus liquide, ça ne perd pas beaucoup de valeur, et elle prête et convertit cet argent-là en crédit. Un crédit, c'est très peu liquide. Hein. Enfin, on va le revendre, le Ouais. crédit. Alors, à moins que tu fasses de la titrisation comme en 2008. Ça, c'est le premier, transformation de liquidité. Après, tu as transformation d'échéance. Je dois de l'argent à très court terme et je le prête à très long terme. Et Celsius Network, c'est exactement ce qu'il fait. Hein. Tu as des cryptos qui sont liquides, elle les prête. Elle fait une transformation d'échéance et de liquidité. Donc, si tu as besoin de retirer tes cryptos là, elle ne l'a pas en fait, parce qu'elle l'a prêté. Donc, si vous avez des cryptos, il faut les mettre sur le petit appareil dont tu Décentralisé, parlais. voilà. Ça, Décentralisez-les très vite. Ne les gardez pas dans des plateformes. Tout ça, c'est des choses qu'aussi on essaie d'expliquer au travers des formations pour mettre en garde. Quoi. Il faut essayer de pas mélanger. Et moi, je pars du principe que quand on fait quelque chose, il faut essayer de le comprendre parce que sinon, tu fais des erreurs. Et quand si tu perds 100 euros, bon, au pire, c'est pas grave. Quand ça commence à représenter des milliers d'euros, ça peut faire mal. Quoi. Ouais. Ah oui. Et surtout, là, dans les cryptos, donc, ce que j'avais vu dans une de tes vidéos, c'est qu'on a des baleines. Donc, les baleines, pour ceux qui ne sont pas habitués aux cryptos, et si j'ai bien compris, ce sont des gros possesseurs de cryptos qui ont l'habitude de faire des gros achats ou des grosses ventes, parfois à découvert. Donc, ça nous ramène à nos fameux hedge funds. Et Ouais. donc, on a notamment une énorme baleine, si j'ai bien compris, qui est en difficulté parce qu'elle a acheté, je ne sais plus quelle crypto, mais elle l'a acheté à découvert sans avoir d'argent. Donc, elle a emprunté pour pouvoir acheter. Et puis, comme le Bitcoin s'écroule, elle doit aujourd'hui répondre à ce qu'on appelle un appel de marge. C'est-à-dire qu'on lui dit, on vous a prêté de l'argent contre du Bitcoin, très bien, et maintenant le Bitcoin, il vaut 2 fois moins ou 3 fois moins ou 4 fois moins. Et du coup, notre risque, il est trop grand, donc il va falloir que vous nous donniez un peu plus d'argent comme garantie, parce que nous, on ne peut pas continuer. Qu'elle n'est pas a priori capable pour le moment de couvrir cette garantie, et que donc elle risque de faire que ces titres Bitcoin, enfin que ces Bitcoins soient vendus par celui qui lui a prêté l'argent, et que ça refasse un énorme effondrement, enfin une grosse arrivée de Bitcoin sur le marché. Je l'ai super mal expliqué, peut-être que tu peux mieux le faire que moi, parce que c'est clair dans ma tête, mais pas dans mes paroles. Alors, je vais essayer. Alors là, effectivement, il y a le cas de... Alors, je ne sais plus où ça en est aujourd'hui, hein, je n'ai pas regardé. Il y avait le cas d'une baleine qui avait fait effectivement un emprunt sur le sol, donc sur Solana. Si le sol tombait au-dessous de 22, quelque chose comme ça. Et dans le cas du Bitcoin, c'est MicroStrategy, c'est une entreprise qui place une partie de ses liquidités en Bitcoin. Donc, selon le CEO, hein, le président de l'entreprise, il ne devrait pas y avoir de problème, il pourrait être capable de... Parce que quand tu as... Comment dire? Tu mets en garantie, tu as un collatéral, c'est-à-dire que tu mets en garantie une partie un actif, les bitcoins, pour pouvoir emprunter. Et il applique une décote et il te prête un certain montant. Si la garantie perd en valeur, toi, tu as deux possibilités. Soit tu rajoutes de la garantie, hein, soit tu es obligé de vendre pour pouvoir te désendetter. Si tu le fais pas,
Ben, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'appel de marge, hein, margin call, tac, on te vend ta garantie pour se payer tout simplement. Et donc quand on vend ta garantie comme on la vend la plupart du temps en totalité pour pouvoir se payer, ben, effectivement ça fait pression à la baisse, mais énorme quoi. Donc effectivement, comme il y en a beaucoup qui ont investi dans le Bitcoin en faisant effet de levier, aujourd'hui avec le Bitcoin qui chute, ben, t'en as qui se retrouvent en difficulté et qui vont devoir soit apporter de la garantie supplémentaire, soit se désendetter en partie, sinon ben, leurs positions seront liquidées tout simplement. Est-ce que ça va se produire? Je ne sais pas. Après, tu as eu Three Arrows Capital là, qui a fait faillite, si je ne dis pas de bêtises, ce qui a fait encore chuter le Bitcoin. Jusqu'où? Je ne sais pas, mais c'est sûr que si ça chute, ben, toutes les personnes qui vont se retrouver avec leurs points au prix auquel les appels de marge démarrent, c'est sûr que ça peut faire mal, quoi. Ça peut faire mal. Et ça entraîne une chute supplémentaire. Enfin, ça c'est une boule de neige. Hein. Voilà. C'est que le prix chute, ben, je suis obligé de liquider les positions, mais en liquidant les positions, je fais chuter le prix, qui liquide d'autres positions, et tac, 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 tac. Voilà. Ouais. Donc là, on est dans une situation où effectivement, aujourd'hui, tu le vois, c'est quand même, voilà, ça craque. Jusqu'à quand, je ne sais pas, hein, mais c'est vrai que l'écosystème des cryptos est en train de morfler. Et en toute honnêteté, c'est pas plus mal parce qu'il y en a plein qui rêvaient de s'enrichir facilement. Donc, c'est un peu n'importe quoi, quoi. Hein. Donc, au bout d'un moment, tu as une bulle, bah, il faut la saigner, hein, il faut la faire crever. Tu as de l'inflation, bah, pareil, il faut monter les taux pour éviter qu'il y ait trop d'inflation. Voilà. Donc, finalement, c'est un mécanisme d'ajustement pour retourner à sa valeur, quoi. Alors, peut-être que sa valeur est plus élevée et que ça chute pour remonter en partie, je sais pas. Mais de toute façon, il fallait que ça s'ajuste. Toi, de ce que j'ai compris, tu es quand même plutôt, je vais essayer de remonter le moral de tout le monde, tu es quand même plutôt positif sur les cryptos et notamment tu achètes à titre perso. Hein, donc après, chacun sa vie. Hein, mais toi, à titre perso, tu achètes plutôt actuellement du Bitcoin. Ouais, du Bitcoin. Et tu crois plus à la remontée, alors peut-être pas de toutes les cryptos, mais d'au moins certaines d'entre elles, quoi. Probablement, hein, après je peux me tromper, hein, jusqu'à quel prix, je ne sais pas. Voilà. Moi, c'est vrai que l'esprit du Bitcoin me plaît, mais il faut aussi pouvoir distinguer ce que je veux et ce qui va se passer. C'est pour ça qu'évidemment, je ne mets pas tout dans le Bitcoin, j'ai une partie dans le Bitcoin et je diversifie au travers du PEA, des assurances-vie, l'immobilier, les cryptos et ainsi de suite. Oui, j'ai une partie en Bitcoin et j'espère que ça va monter. Est-ce que ça va monter? Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'on a une adoption de plus en plus massive. Et je pense qu'il y a encore un gros travail de démocratisation à réaliser pour que les gens comprennent ce qu'est le Bitcoin et ce que n'est pas le Bitcoin aussi. Et ne pas mélanger avec tout le reste des crypto-monnaies. Moi, en toute honnêteté, après, je n'analyse pas non plus le reste des crypto-monnaies parce que c'est une perte de temps. Il y en a trop, je crois. Il y a trop de choses. 16 000 ou 20 000, je ne sais plus. Et puis, tu as des trucs, c'est n'importe quoi. Tu as des trucs, tu te dis, mais comment ça prend de la valeur, de la valeur. Comment ça augmente en prix? Ça n'a pas de valeur, ce truc. Oui. Ah, c'est comme les NFT. Même je prépare une vidéo sur les NFT, j'en parlerai, mais où finalement, le but du jeu, c'est le dernier imbécile qui a acheté, quoi. Ouais, bah, sur certains donc trucs. j'achète et il faut que j'en trouve un plus bête que moi qui achète plus cher. Exactement. Et puis, et lui aussi, il faudra qu'il trouve jusqu'au moment où les musiciens vont arrêter de jouer et où tout va s'effondrer. Ah bah exactement. Bah, là, et donc, il y a certaines, pas toutes les cryptos, mais il y a certaines cryptos, ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment, ouais, sur certains trucs, alors pas tout, parce que je veux pas non plus tout mettre dans le même panier, mais c'est vrai qu'il y en a, tu dis, qui sera le plus con, quoi. Oui, non, pas toutes, non, pas toutes, c'est certaines. Moi, j'ai connu la crise des dot-com. C'était vraiment ça, c'est-à-dire que les trois quarts sont allés au tapis et on n'en a plus jamais entendu parler, y compris des énormes, des trucs gigantesques. AOL, c'était tellement gros. Et puis voilà, puis au bout d'un moment, et puis la crise arrive et il n'y a plus rien. Et reste Google, Amazon, quelques-uns, où ceux qui ont investi ont fait une fortune merveilleuse. Mais enfin, la plupart des gens ont perdu quand même énormément d'argent dans ces histoires de dot-com. Et je pense que c'est la même chose sur les cryptos. Peut-être pas maintenant, mais il arrivera la même chose, quoi. Petit à petit, c'est clair. Et puis l'un de l'autre, c'est tant mieux. Hein, ça va permettre d'assainir un petit peu le marché.
et les meilleurs resteront, quoi, tout simplement. Donc, feront leurs preuves comme les meilleures entreprises ont fait leurs preuves et restent encore aujourd'hui. Donc, finalement, est-ce qu'il faut en rire, en pleurer? Il faut juste voir que c'est comme ça, c'est la vie. Hein, donc, Non, mais je suis d'accord avec toi. Si on diversifie, si on a un peu de. Alors, moi, j'ai pas du tout de crypto, mais pourquoi pas un peu de crypto, un peu d'actions, un peu de ceci, un peu de cela, de l'or, des différentes choses. Bon, au moins, on est protégé si jamais les choses s'écroulent. Par contre, à miser tout son argent sur les cryptos, c'est chaud. C'est aussi ridicule que de tout mettre dans les actions, que de tout mettre dans l'or, que de tout mettre en banque. Il faut essayer de trouver un juste milieu et se dire, chacun a ses avantages, chacun a ses inconvénients. Comment je fais pour essayer pas de garder que les avantages, mais de mettre en place un portefeuille d'investissement avec des synergies pour pouvoir me protéger quand l'un chute et l'autre prend de la valeur, et ainsi de suite, quoi. Donc, tout simplement.